Massa al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejini Talk. Alors ce soir, je reçois M. Ahmed Laouij, sénateur socialiste PS, vice-président de la Fédération socialiste de la région de Bruxelles-Capitale et conseiller communal, chef de groupe socialiste à la commune de Koekelberg. C'est Ahmed Laouij. Salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Alors, Ahmed Laouij, on va commencer peut-être par une actualité du Sénat. Donc, dernièrement, vous venez de signer une résolution qui vise à lutter contre l'islamophobie. Alors, de quoi il s'agit concrètement ? Il s'agit d'une proposition qui vise à sensibiliser le gouvernement. Il ne s'agit pas d'une proposition de loi qui interdirait ou autoriserait ceci, mais une proposition de résolution qui vise à sensibiliser le gouvernement fédéral à ce phénomène croissant qui tient au fond à ce que l'on observe des discours haineux à l'égard des musulmans. Ça se manifeste malheureusement parfois par des actes tout à fait crapuleux. Vous vous souviendrez de ces têtes de cochon retrouvées sur le chantier d'un lieu de culte musulman, d'une mosquée. Vous vous souviendrez aussi de ces trois éléments du Vlaams Belang, trois militants du Vlaams Belang qui ont voulu forcer de jeunes musulmans à manger des saucisses. On est vraiment dans un climat qui malheureusement vis-à-vis des musulmans est très souvent mu par la haine. Et donc, il faut absolument être conscient de ce phénomène. Il ne faut bien entendu pas confondre cela avec le droit à la liberté d'expression qui permet de critiquer tout discours, qu'il soit religieux, qu'il soit politique. Ça n'est évidemment pas cela. Alors justement, c'est quoi l'islamophobie en tant que terminologie pour vous ? Que veut dire islamophobie ? Mais l'islamophobie, c'est une attitude, un comportement ou des actes qui visent à désigner le musulman comme étant une figure qui, par nature, représente un danger pour la société. Ce qui est évidemment sous-jacent, c'est la haine de l'autre. En l'occurrence, ici, la haine du musulman, dans le contexte mondial que l'on connaît, avec un certain nombre d'amalgames entre l'islam d'un côté et puis l'extrémisme de l'autre. Il y a de l'extrémisme, mais pas uniquement d'ailleurs chez les musulmans, il y a de l'extrémisme en général. On en retrouve aussi chez les musulmans. Et l'islamophobie, en se nourrissant de cet amalgame, vise à désigner une figure, la figure d'un musulman qui serait par nature un danger pour la société. C'est fondamentalement ça, l'islamophobie. Ça signifie que celui qui est mu par l'islamophobie doit être conscient de ce qu'il fait. Donc autrement dit, comme le dit très bien le Centre pour l'égalité des chances, toute discrimination à l'égard d'un musulman n'est pas forcément islamophobe. L'islamophobe est celui qui est conscient qu'il le fait parce qu'il souhaite pouvoir désigner le musulman comme étant une figure qui par nature est dangereuse pour la société. C'est ça que nous dénonçons et nous souhaitons que le gouvernement y travaille davantage. Alors cette résolution a été signée ou co-signée par plusieurs sénateurs de différents partis démocratiques du Sénat. C'est juste ? Tout à fait, absolument. Donc elle a été rédigée par les socialistes néerlandophones, Berthanciaux notamment, mais aussi Fawzia Talhaoui. Et puis elle a été co-signée par des écolos, par des Groen, mais aussi par Richard Miller du MR. Et moi je l'ai co-signée après l'avoir lue et considérant qu'elle rencontrait tout à fait les préoccupations. Alors Richard Miller du MR l'a co-signée, mais et pourtant son collègue Alain de Stex, député régional bruxellois, l'a critiqué justement parce qu'il a signé cette résolution. Pourquoi selon vous ? Enfin, est-ce qu'on doit vraiment prendre encore au sérieux ce que Alain de Stex raconte ? Vous rappellerez que c'est celui-là même, Alain de Stex, qui a appelé les jeunes bruxellois, les Norvégiens, de manière tout à fait dédaigneuse et odieuse. Cet Alain de Stex n'en rate pas une chaque fois qu'il peut surfer un peu sur la vague du populisme, de la démagogie. Et alors il a trouvé avec les musulmans un nouveau cheval de bataille. Mais nous ne le laisserons pas faire. Par contre, je tiens à le dire, moi je salue le courage intellectuel de M. Miller. Et ce qui est tout à fait paradoxal, c'est qu'au fond, Alain de Stex et d'autres crient à l'atteinte à la liberté d'expression. Moi, ce que je vois, c'est que le seul endroit où la liberté d'expression est menacée, c'est au sein du MR. Alors, on va passer peut-être pour parler d'un autre dossier aussi chaud que ce combat contre l'islamophobie dans notre société. On parle dernièrement de ces jeunes musulmans belges de souche ou belgo-arabes qui ont rejoint les rangs de l'opposition syrienne. Ils sont allés en Syrie pour combattre le régime de Bachar el-Assad. Alors, tout un débat politique là-dessus. Quelle est votre position par rapport à cela ? C'est tout à fait dramatique. Moi, je voudrais d'abord penser aux familles qui doivent subir aujourd'hui, qui doivent vivre aujourd'hui cette douleur de voir partir des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes dans un pays avec lequel ils n'ont jamais eu aucun contact. Et donc, je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, il faut pouvoir renforcer la prévention et l'éducation. Je crois que c'est la base de tout. Si des jeunes, à un certain moment, se laissent embrigader pour partir dans un pays en risquant leur vie, beaucoup ne reviendront pas, on le sait malheureusement. Certains sont peut-être même déjà morts, certains sont même déjà morts, nous dit-on. Il faut pouvoir, à la base, se demander comment
on est incapable de pouvoir voir à un moment donné le désarroi, l'inconscience qui va pousser ces jeunes à partir en Syrie. Alors certains politiques critiquent un peu la communauté musulmane en disant que les représentants de la communauté musulmane n'ont pas pris des positions très claires pour lutter contre ce fléau. Et certains donc voient qu'il y a encore une fois une stigmatisation de la communauté musulmane. Parce que pour ces jeunes, c'est généralement des choix individuels. Ce n'est pas les représentants ou la communauté musulmane qui les pousse à aller en Syrie. Ça reste à établir. C'est qu'il y a vraisemblablement une part de choix individuel chez ces jeunes qui ont le goût de l'aventure ou une espèce de goût malheureusement un peu dévoyé d'une certaine forme de volonté d'être solidaire avec la cause des opposants syriens. Ça reste à établir. Par contre, ce qu'il faut pouvoir vérifier, c'est s'il n'y a pas de l'embrigadement, si ces jeunes n'ont pas été manipulés par certains extrémistes, par certains écervelés démagogues qui effectivement voient dans le désarroi de ces jeunes une proie facile qui va permettre de recruter au fond de la chair à canon pour un certain nombre de groupuscules là-bas en Syrie qui ont décidé de mener une lutte armée contre le régime syrien. Ceux-là ont une responsabilité. Avec ceux-là, il faut être tout à fait intraitable, il faut pouvoir les débusquer et il faut pouvoir leur demander de rendre des comptes devant la justice. Et l'État et les pouvoirs publics dans tout cela, est-ce qu'on ne peut pas aussi les pointer du doigt pour leur carence, justement pour lutter contre cet extrémisme rampant? On ne peut pas dire que l'État belge soit au fond aux abonnés absents. Je crois que les services de l'État belge, que ce soit les services de police, les services judiciaires, les services de renseignement, sont à l'œuvre pour essayer d'endiguer ce genre de phénomène. Mais je répète, ce qu'il faut d'abord faire, c'est de la prévention et de l'éducation. Il faut pouvoir s'interroger sur la raison pour laquelle, à un certain moment, des jeunes sont placés dans une situation de désarroi, une situation de trouble identitaire qui va les conduire à s'embrigader. Est-ce que c'est une raison pour accabler les familles, les parents? C'est un peu trop facile. Je veux dire que les parents, souvent, font ce qu'ils peuvent. Maintenant, il est clair que dans des cas individuels, on peut peut-être identifier un déficit au niveau familial. Mais plus fondamentalement, dans nos quartiers, ce que nous devons réussir aujourd'hui, c'est une politique de cohésion sociale qui fait que chacun trouve sa place dans notre société. Moi, je vois aussi dans ces départs à l'étranger un peu une forme, au fond, de déficit dans un certain nombre de politiques qu'il nous reste à mener au niveau, par exemple, de la lutte contre les inégalités sociales, de l'accès à l'éducation, de la lutte contre la discrimination à l'embauche. Est-ce que vous imaginez que nous avons plus de 30% de chômeurs chez les jeunes, que nous avons des cas avérés de discrimination à l'embauche? Alors quand on a une société qui n'est pas en mesure de reconnaître à chacun le droit d'être un citoyen à part entière, eh bien vous pouvez comprendre à un certain moment que chez certains de ces jeunes, il y ait la volonté à un moment donné d'être en rupture. Moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité, je crois qu'on doit résorber les inégalités, je crois qu'on doit faire en sorte que chacun puisse se sentir chez lui, citoyen à part entière. N'oublions pas que ces jeunes sont pour la plupart nés en Belgique, ils sont belges. Il y a aussi beaucoup de Belges, beaucoup de personnes qui sont vraiment des Belges de souche, comme on dit, entre guillemets, qui sont partis en Syrie également. Donc, pas que des belgo-arabes ou des belgo-musulmans. Alors, ceci nous ramène peut-être à parler du contexte économique et social belge. Vous avez parlé de certaines politiques qu'il faudrait mener à bien, comme des politiques d'intégration, de lutte contre le chômage. Dans ce contexte de crise économique que connaît la Belgique et l'Europe de manière générale, est-ce que vous pensez que le gouvernement fédéral belge a les moyens peut-être de résorber ce chômage qui continue à grimper, qui touche majoritairement des jeunes issus de ces quartiers dont vous avez parlé? Il est clair que la situation actuelle n'est évidemment pas la plus favorable pour pouvoir mener des politiques ambitieuses en matière de redistribution des richesses, en matière de cohésion sociale, de justice économique. En même temps, nous devons aussi avoir le courage de dire à la population que nous devons remettre de l'ordre dans nos comptes financiers pour permettre à la Belgique enfin de retrouver une capacité à mener des politiques nouvelles, notamment dans le domaine de la cohésion sociale. Alors comment ce gouvernement fédéral va trouver de l'argent pour faire tout cela? Précisément, il faut pouvoir dire que nous avons déjà trouvé 19 milliards d'euros en 3 ans pour remettre nos comptes à l'équilibre. C'est considérable. Jamais la Belgique, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'a été confrontée à une situation comme celle-là. En même temps, nous sommes en train de réussir l'épreuve à laquelle les événements nous ont conduits. Donc ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que ce qui est fondamental pour le Parti socialiste, c'est que dans les mesures qui vont être prises, il y a chaque fois la volonté de ne pas toucher
aux plus précarisés, aux travailleurs. Ça, c'est fondamental. C'est la volonté aussi de pouvoir, à l'occasion de cet assainissement budgétaire, cette recherche d'un équilibre budgétaire, de pouvoir avoir une meilleure justice fiscale. C'est la raison pour laquelle, nous, ce que nous disons, c'est qu'on doit mettre à contribution les revenus financiers, les revenus tirés de la spéculation. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait. Si vous voulez vulgariser, monsieur, je sais que vous êtes un fiscaliste reconnu, mais si vous voulez vulgariser pour nos téléspectateurs, comment un jeune chômeur maintenant peut espérer trouver un emploi dans quelques mois, je vais vous dire, il ne faut pas sous-estimer vos auditeurs. Moi, je crois que vos auditeurs sont suffisamment intelligents, et ils le sont, pour comprendre une chose très, très simple. Alors justement, comment un jeune peut trouver un emploi? Comment un jeune peut-il espérer trouver un emploi dans les prochaines semaines? Je vais répondre. Non, ils sont intelligents aussi, mais ils veulent travailler aussi. Mais nos auditeurs doivent comprendre que c'est le système financier qui nous a mis dans la situation budgétaire, la situation économique financière que nous connaissons. On doit donc pouvoir faire payer ceux qui ont causé la crise. Une fois qu'on les a fait payer, qu'on a pu rétablir, je parle du système financier. Donc ça veut dire bancaire. Ça veut dire ceux qui ont engrangé des plus-values, des revenus financiers tirés de la spéculation, les banques, etc. Que l'État a aidé à coups de milliards aussi, que le gouvernement a soutenu à coups de milliards. Parce que le système bancaire, nous avons besoin d'un système bancaire pour faire tourner l'économie. Alors on aurait pu effectivement laisser les banques tomber en faillite, ça veut dire qu'à ce moment-là, votre entreprise ou votre ménage qui veut construire une maison ne trouve plus personne pour lui prêter de l'argent. Donc autrement dit, sauver le système bancaire, c'était sauver l'économie en général. Ça ne doit pas nous empêcher, évidemment, de demander aux banques de rendre des comptes. J'en viens à votre jeune qui cherche du boulot, qui cherche de l'emploi. Ce qu'on doit pouvoir lui dire, c'est qu'il habite dans une région, la région bruxelloise, qui est le premier bassin d'emploi du pays. C'est 700 000 emploi, et qu'il n'y a pas de raison que lui, qui a fait des efforts de pouvoir faire une formation, de terminer des études, de parfois même faire des études universitaires, il n'y a pas de raison qu'il soit discriminé sur le marché de l'emploi. Et il pourra compter sur le Parti socialiste pour mettre sur la table, pour continuer à se battre, malgré l'opposition de la droite et des libéraux, pour faire en sorte que la discrimination à l'embauche soit une priorité. Ça, c'est fondamental. De la même manière, on doit pouvoir aussi, avec Actiris, qui est, je pense, aujourd'hui dans cet état d'esprit, de pouvoir dire aux jeunes qu'il doit avoir droit à la formation la plus adéquate pour lui donner les meilleures chances de trouver un emploi. De la même manière, en s'inspirant de ce qui se passe en région wallonne, on observe que certaines personnes demandeuses d'emploi aujourd'hui reprennent des études. On doit pouvoir aussi dans cette logique de reprise d'études si nécessaire. Et puis fondamentalement, c'est soutenir l'économie par des mesures ciblées pour inciter la création d'emplois. C'est la raison pour laquelle, au niveau fédéral, nous, Parti socialiste, nous plaidons pour un allègement de la fiscalité sur les revenus du travail et pour recycler, transformer certaines aides allouées aux entreprises de manière trop généreuse, les intérêts notionnels par exemple, pour les cibler au niveau de la politique d'emploi et du recrutement de l'emploi. Donc si vous voulez, c'est un ensemble. Ce jeune, j'ai envie de lui dire que je ne vais pas lui tenir un discours de facilité. Je vais tenir un discours d'adulte à adulte, en te disant que la politique de l'emploi, c'est une politique qui implique à la fois des aspects économiques, à la fois des aspects de lutte contre la discrimination, à la fois des aspects d'éducation et de formation, et que c'est à tous ces niveaux-là, en même temps, qu'il faut pouvoir avancer. Mais je connais aussi des jeunes qui se disent qu'ils sont bien formés, qui sont bilingues, qui ont les diplômes qu'il faut, que malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Est-ce que c'est uniquement un problème de discrimination? Écoutez, très objectivement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un jeune que je connais, qui vient me voir et qui a un diplôme de l'enseignement supérieur, qui s'est spécialisé, qui parle plusieurs langues, lorsqu'il écrit à des employeurs, ne reçoit pas même d'accusé de réception? Il y a là, si vous voulez, quelque chose qui est symptomatique. Je ne veux pas dire que tout est le fait de la discrimination à l'embauche. Je dis qu'il y a eu des affaires sérieuses. Vous vous souvenez de cette société d'intérim qui a envoyé des consignes explicites pour dire qu'on ne souhaitait pas de personnel d'origine exotique, pour montrer qu'il y a un véritable problème de discrimination à l'embauche. Alors il y a tout ce qu'on arrive à prouver, et puis il y a tout ce que l'on ne voit pas. Moi je vois les chiffres du chômage sur Bruxelles, je vois qui compose ces chiffres du chômage, et la conclusion que j'en tire, c'est que nous avons véritablement un problème massif de discrimination à l'embauche. Est-ce que tous les jeunes ou bien essayent de se former ou bien de s'adapter au marché de l'emploi? Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être un problème de certains jeunes qui ne font pas assez d'efforts pour s'adapter au marché de l'emploi? C'est tout à fait possible. Qui peut exclure effectivement qu'il y a aussi dans le chômage une part de volonté de ne pas en faire suffisamment? Peut-être. Ce que je dis moi fondamentalement, c'est qu'on doit pouvoir travailler de manière structurelle. Et le rôle des pouvoirs publics est de travailler de manière structurelle. Je le répète, le soutien à l'économie
en donnant priorité à l'emploi. Donc une entreprise doit être soutenue quand elle crée de l'emploi, quand elle investit, pas simplement quand elle fait des bénéfices ou de la spéculation. Il faut aussi pouvoir accentuer la formation. Il faut aussi pouvoir donner aux institutions qui s'occupent de la recherche de l'emploi, de la formation, les moyens d'accomplir leur mission. Alors il y a tous ces jeunes indépendants qui essaient de se lancer dans cette économie, toutes ces petites entreprises bruxelloises qui se plaignent aussi d'être trop taxées, même beaucoup. Alors est-ce que le Parti socialiste ne pense pas aussi à ces jeunes indépendants et ces petites entreprises? Entièrement, entièrement. On doit pouvoir donner la priorité aux PME. Il faut juste savoir qu'en Belgique, les PME couvrent 67% de l'emploi. 67% de l'emploi. C'est le poumon économique de notre économie. Donc on doit donner la priorité aux PME. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces PME, par exemple, pour alléger les charges sociales qui pèsent sur elles? Nous avons eu un débat où très rapidement, pour remonter dans les archives, dès 2008, dès 2009, en disant que les fameux intérêts nationaux. Il faut pouvoir expliquer aux gens très rapidement ce que c'est. Et je ne vais pas être technique, je vous rassure. Nos auditeurs sont très intelligents, ils ont compris. Absolument. Les intérêts nationaux, c'est une mesure de réduction de l'impôt des sociétés que l'on a donné aux entreprises, mais où on s'aperçoit que ça profite pour 80% aux très grandes entreprises et pour 20% aux PME. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on doit recycler cette mesure, on doit transformer cette mesure pour la donner en priorité aux PME. Malheureusement, nous nous sommes heurtés à l'obstination idéologique de certains, à droite, OMR en particulier. Donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'on doit pouvoir aujourd'hui focaliser, orienter en priorité les moyens de l'État dans le soutien aux PME, parce qu'elles créent de l'emploi. Alors vous êtes également, vous venez d'être élu dernièrement, vice-président de la Fédération socialiste de la région de Bruxelles-Capitale. Vous êtes sénateur, conseiller communal, chef de groupe PS à la commune de Koekelberg et maintenant donc vice-président de la Fédération PS de Bruxelles. Que représente pour vous cette nouvelle ou ce nouveau mandat politique? Écoutez, c'est un mandat qui est évidemment très important. J'ai été élu à une très très large majorité par les délégués de l'ensemble des sections de la Fédération bruxelloise. Et le challenge est très simple, c'est de donner un avenir à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'il faut donner un avenir à Bruxelles? Parce que la région bruxelloise reste menacée, notamment par les nationalistes flamands de la NVA, qui sont dans la négation de la région bruxelloise. Donner un avenir aussi à Bruxelles, parce que Bruxelles est confrontée à des enjeux considérables. L'enjeu démographique, il faut savoir que la population bruxelloise va augmenter, ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux considérables en matière de logement, en matière d'emploi, en matière de mobilité. C'est aussi réussir le pari du vivre ensemble. Là où certains, comme OMR par exemple, on ne cesse de vouloir diviser les Bruxellois, les uns contre les autres, avec des déclarations qui sont tout à fait odieuses pour désigner une partie des Bruxellois contre les autres, nous disons au contraire. C'est une chance, la diversité. Et on doit pouvoir l'utiliser au mieux. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire de la diversité ce qui va irriguer demain le développement de Bruxelles. Alors justement, concrètement, Monsieur Laoueche, dans vos, je sais pas, dans votre politique quotidienne, au jour le jour, dans vos actions quotidiennes, que faites-vous pour promouvoir cette diversité? Écoutez, d'abord, c'est mon combat politique. Au Sénat, nous allons en parler tout à l'heure, c'est de faire en sorte que le vivre ensemble ne soit pas simplement une posture intellectuelle, mais qu'elle puisse aussi se matérialiser par une volonté politique réelle. Et c'est notamment faire en sorte que l'on puisse dire que pour pouvoir vivre ensemble, il faut qu'il y ait du respect. Ça ne revient pas à dire qu'on ne peut plus critiquer les religions, critiquer les philosophies politiques, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de tenir des discours ou d'adopter des comportements haineux à l'égard des minorités. C'est le premier élément. Deuxième élément, on en a parlé, la discrimination à l'embauche. Pourquoi est-ce que lorsque les socialistes demandent de pouvoir promouvoir le testing, les CV anonymes, de pouvoir en faire plus contre la discrimination à l'embauche, on se heurte toujours à un certain nombre de gens qui, à droite, OMR en particulier, vous disent « oui mais non, on va entraver la vie économique des entreprises ». Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prise de responsabilité aussi à l'égard de certains leaders politiques qui tiennent des discours scandaleux, mais qui malheureusement ont des effets considérables au niveau de l'opinion publique? Parce que les gens derrière leur poste de télévision, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent « mais si un homme politique peut le dire sans se faire reprendre, alors moi aussi je peux le dire ». Et c'est comme ça que malheureusement la haine nourrit la haine. Donc ce que je fais concrètement, c'est à la fois par mon action politique, mais aussi ce que je fais aujourd'hui dans votre interview, c'est de dénoncer un certain nombre de choses qui ne font pas et de faire des propositions plus concrètes. Mais fondamentalement, c'est réussir le pari du développement économique et de la cohésion sociale à Bruxelles. C'est comme ça aussi qu'on parviendra à atteindre l'objectif du vivre ensemble et de la citoyenneté. Il faudrait rappeler que lors de ce dernier congrès de la Fédération PS de Bruxelles-Capitale, donc c'est Laurette Onkelings qui est devenue présidente
de la fédération. Tout à fait. Donc être vice-président, c'est qui a remplacé Philippe Moureau, c'est ça? Qui a remplacé Rudy Vervoort en réalité, qui lui-même remplaçait Philippe Moureau. Mais simplement, c'est de dire une chose, c'est que Laurette Onkelings a repris les rênes de la fédération bruxelloise. L'objectif est d'insuffler une dynamique nouvelle dans la foulée du travail extraordinaire accompli par ses prédécesseurs. Et ça se concrétisera assez rapidement parce que nous allons lancer une grande opération de travail, de réflexion qui débouchera bien entendu sur une vision programmatique pour l'avenir des Bruxellois. On leur donne donc rendez-vous assez rapidement et tout le monde sera le bienvenu pour participer à nos ateliers. Donc, Rudy Vervoort qui a remplacé Philippe Moureau et Laurette Onkelings qui a remplacé Vervoort. Un jour, Ahmed Laouche remplacera Laurette Onkelings à la tête de la Fédé? Moi, il y a des choses que l'on ne convoite pas et il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux ne pas se montrer ambitieux. Moi, je suis à la disposition de mon parti, je l'ai toujours été. Vous le savez, je le fais avec loyauté, détermination. Alors, vous n'avez pas que des mandats politiques, vous êtes aussi président de l'Espace Mag. C'est un centre culturel belgo-maghrébin, maghrébin. Peut-être un mot par rapport à cet Espace Mag? Mais que les jeunes commencent à connaître de plus en plus. Moi, je vois beaucoup d'artistes qui commencent à jouer chez vous, donc ils gagnent à être connus aussi. Oui, on a un succès qui est tout à fait admirable. C'est comme vous l'avez dit, un centre culturel qui vise à mettre en valeur les cultures du Maghreb et de la Méditerranée à Bruxelles. Je pense que ça manquait. Il fêtera bientôt ses 5 ans. Donc je pense que c'est un anniversaire qu'on aura l'occasion de célébrer. C'est bientôt les 50 ans de l'immigration marocaine. C'est aussi la commémoration des 50 ans de l'immigration marocaine. Les historiens vous diront qu'elle est bien plus ancienne qu'il y a 50 ans, mais vous connaissez le sujet aussi bien que moi. Et donc nous commémorons bien entendu cela. Mais pour revenir sur l'Espace Mag, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est que c'est un centre culturel qui se donne une double ambition. C'est d'abord d'illustrer au mieux, avec de la qualité, du professionnalisme, les cultures de la Méditerranée et du Maghreb, toujours pour contribuer à ce vivre ensemble réel et pas simplement intellectuel, mais un vivre ensemble réel, mais aussi une ouverture sur les quartiers populaires, sur les cultures et les arts urbains, c'est très important. Et tout cela se fait très sincèrement dans une ambiance de convivialité. Les portes de l'Espace Mag sont grandes ouvertes pour tout qui veut venir y collaborer, se produire. Et nous avons la chance d'avoir un directeur extraordinaire, Najib Rallal, qui a été directeur de centre culturel en France, qui a été directeur de centre culturel à Ramallah et dans d'autres endroits partout, et qui surtout est un homme de grande culture, qui est un metteur en scène et qui est véritablement une plus-value extraordinaire pour l'Espace Mag. Pour conclure cette interview, tout au long de cette interview, M. Ahmed Laouche, j'ai remarqué que vous n'arrêtez pas de taper sur le MR. Donc le MR anti-diversité, le MR ceci, anti-aide pour les petites et moyennes entreprises, etc., etc., etc. Donc ça revenait à chaque fois dans votre discours. Est-ce que pour vous, c'est la question de la fin? Être anti-MR, pour vous, c'est une obsession ou une conviction? Mais je ne suis pas anti-MR. Je dirais que le MR, malheureusement, est porteur d'une philosophie politique qui n'est pas la mienne. C'est le libéralisme économique, celui qui a été le chantre de l'autorégulation, qui est toujours finalement opposé à des mesures de réglementation minimum pour essayer d'assainir un petit peu la vie économique, qui par exemple pendant très longtemps a été contre la taxe Tobin sur la spéculation financière. Ils nous ont fait perdre 10 ans. Aujourd'hui, ils sont pour, tant mieux. Il vaut mieux ça qu'autre chose. Mais en même temps... Mais vous cherchez trop les MR. Est-ce que c'est la cause de tous les problèmes que connaît la Belgique? Le discours politique tenu par certains éléments du MR, vous voyez que je suis nuancé. J'ai tout à l'heure signalé que Richard Miller avait une approche un peu différente. Malheureusement, il est isolé dans son parti. J'observe que les Ducarme, les Reinders, rappelez-vous Didier Reinders qui disait que Molenbeek se situe à l'étranger, tout à fait odieux. Je vous fais remarquer que le MR gouverne avec le Parti Socialiste au gouvernement fédéral. Oui, parce que donc, ce sont les électeurs... c'est la cause de tous ces problèmes. Comment vous faites pour travailler ensemble? Alors, ce sont les électeurs qui décident au fond qui va former la coalition. Et à un moment donné, vous devez un petit peu faire face à la réalité des choses. Je ne suis pas dans une logique qui consiste à dire que de diabolisation du MR. Je dis juste que les discours qu'ils tiennent ont tendance à stresser la société et à créer plus de problèmes que de solutions. Et on ne peut pas prétendre apporter des solutions en créant soi-même des problèmes. C'était le mot de la fin. Ahmed Laouche, sénateur PS et conseiller communal, chef de groupe PS à la commune de Koekelberg et vice-président de la fédération du Parti socialiste à la région de Bruxelles-Capitale. Je vous remercie. Quant à moi, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيشيني توك. مع السلامة.